sont au bord de l'eau, il n'y a pas de problème, vous pourrez nous trouver. Peut-être rapidement, juste vous dire le département formation, qu'est-ce qu'on y fait? On forme essentiellement les futurs éducateurs sportifs dans les activités nautiques. Donc, on a des formations en BP, en voile, en canoë-kayak, en kitesurf, en surf et aussi en plongée. Donc, on a l'ensemble on a des dispositifs de formation pour être éducateur sportif dans l'ensemble de ces disciplines-là. Ça représente à peu près 200 stagiaires par an sur l'établissement. Donc, le sujet, là, c'est bel et bien le DE voile, le DE GEPS voile. Je laisserai Vincent vous expliquer l'ensemble du parcours de formation. Vous dire que cette formation, elle est en place depuis maintenant 9 promotions. Donc là, nous finissons la 9e promotion cette année et nous allons entamer la 10e promotion à compter du mois d'octobre 2026. Donc là, en fin d'année là, de cette année. Vous dire que on a recruté Vincent poste de coordonnateur de formation. Donc c'est lui qui met tout en musique pour que la formation se passe dans les meilleures conditions, pour que vous puissiez obtenir votre diplôme et que vous puissiez ensuite travailler avec. C'est l'essentiel pour nous. Donc Vincent arrive sur notre institut. Il a mis beaucoup d'énergie pour vous, et je le remercie, avec les collègues comme Pierre Noeswen qui se sont connectés de la Fédération française de voile et d'autres collègues pour pouvoir revoir un peu l'organisation, les contenus et coller un petit peu plus aux attentes des différents stagiaires, des différents tours qui nous ont été faits. Donc, je le laisserai présenter le parcours de formation et je le remercie d'avoir intégré l'équipe et puis de faire ce beau travail. Je laisse, du coup, j'ai beaucoup parlé, mais je laisse Lénaïque maintenant se présenter. Bonjour, donc Lénique Guégan, assistante de formation au département formation que vient de vous présenter Eric. Moi, je suis en charge de la gestion des dossiers d'inscription, voilà, essentiellement, et du suivi de tous les parcours stagiaires, vraiment sur le suivi sur le plan administratif, les financements de formation, les prérequis pour entrer en formation, etc. Voilà, tout ça passe par moi et notre super logiciel d'inscription sur lequel, si vous vous inscrivez au DE, vous devrez vous connecter. Merci Léna, merci Eric du coup pour la présentation. Donc moi je suis ravi de rejoindre l'équipe du coup de l'I2N auprès de Eric du coup et Léna. Du coup moi j'ai été recruté, j'ai été entraîneur pendant quelques années du coup en dériveur, en planche à voile et dernièrement du coup j'ai participé à la création et au développement d'une dynamique en mini 650 à la Trinité. La facette formation est quelque chose qui m'intéressait depuis longtemps. Et du coup, je suis ravi d'avoir rejoint l'équipe et d'avoir pu travailler un petit peu à repenser un petit peu cette formation, à apporter aussi ma vision avec tous les différents retours que j'ai depuis que je suis en poste. Donc voilà, c'est un petit peu l'objectif. On va vous présenter du coup des petites slides un petit peu sur tout le déroulé et un peu le contenu de formation qu'on peut vous proposer. Donc, juste, je t'interromps. Est-ce que Monsieur Duflo nous entend? Monsieur ou Madame d'ailleurs? Je ne sais pas si on l'a. Non, j'ai pas eu de retour. Alors, on voit le micro s'éteindre, mais on n'est pas sûr que. Vous pouvez nous mettre un petit mot dans le chat, peut-être nous dire si c'est OK ou pas. Ça. Et Pierre, j'imagine que tu nous entends. Tu peux nous faire Ouais, je vous entendais depuis le début. J'avais pas mis la caméra et tout. Super. C'est bon. Ouais. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Pierre. Du coup, on n'a pas eu de retour pour l'instant, mais on va commencer du coup. Peut-être si le temps que tu te connectes, peut-être Pierre, si tu souhaites dire 2 mots sur la formation éventuellement. Ou, non, je me dis, pas spécialement. Après, Pierre et Jules qui sont connectés, je les connais quand même assez bien. Je ne sais pas si vous leur avez demandé qui sont quoi. Peut-être prenez ce temps-là pour savoir qui.
Ouais, on peut demander éventuellement à... Parce que comme il n'y a que 3 personnes finalement hors dispositif qui sont connectées, peut-être que ça vaut le coup de faire le tour de leur profil ou de leur projet, mais peut-être après. Je sais pas comment. Allez, prenons ce ton-là. Alors, on commence par qui veut, Pierre ou Jules. Et Monsieur Duflo, on vous entend pas en fait. Donc, Mais la personne après le micro nous reçoit, d'accord. la caméra, mais nous Super. reçoit. Pas de souci. Donc, si vous avez des questions, Monsieur Duflo, n'hésitez pas à les mettre dans le chat du coup, vu que vous ne pouvez pas intervenir par le micro. On va commencer aller par Jules. Ouais, bonjour à tous. Donc moi, c'est Jules Chantrel. Donc j'ai fait pas mal de compètes, moi, en planche à voile. J'ai fait 4 ans d'IQ au Pôle France de Brest, avec notamment Pierre un peu en entraîneur. À côté de ça, j'ai fait une licence STAPS à Brest en entraînement sportif. Et j'ai fait la moitié en gros d'une première année de M1 sur le master optimisation de la performance que j'ai pas terminé. Voilà, et du coup, je suis aussi entraîneur à BBN sur le groupe IQ Foil des U17 et U19. Et j'ai fait pas mal d'actions pour la Fédé aussi. J'ai coaché sur l'Europe 2025 les U17 en Sardaigne. Et là, je reviens de coacher les 2 World Cup de l'année, là, Palma et la SOF, où j'ai coaché le groupe IQ Foil féminin national. Voilà, et après, du coup, étant donné que j'ai arrêté le master et que je continue à me former dans l'entraînement, je suis plutôt intéressé par le DE. Donc voilà. D'accord. Ça marche. Merci, merci Jules pour cette présentation. Du coup, j'ai noté un petit peu par rapport à ton parcours. On pourra répondre de manière un petit peu plus précise par rapport à ton parcours de formation. Tu as des questions sur le contenu et tout ça. On va passer la parole à Pierre. Alors, bonjour tout le monde, merci de présenter la formation aujourd'hui. Moi, je suis étudiant en STAPS actuellement, en L22 STAPS, après une reconversion d'études. Et actuellement, je suis entraîneur au SNRK sur le groupe Wing. C'est un groupe loisir qu'on essaie de développer sur l'aspect un peu plus performance. Et sinon, je suis aussi sur toutes les actions régionales avec Pierre Noesmen pour tous les stages de ligue en wing. Et là, le projet pour moi, c'est terminer ma licence en entraînement sportif et entrer dans le master EOPS le même que Jules. Euh, le DEGEPS, c'est une solution aussi, donc je suis là pour voir un petit peu comment ça se passe, les contenus et ce que vous proposez. Mais c'est vraiment plus D'accord. informatif. Théo Constance m'avait proposé de le faire en Normandie, mais du coup, ça m'intéresse de voir comment ça se passe chez vous à l'I2N. Ok. Merci Pierre de t'être présenté. Du coup, on a eu aussi certaines informations du coup de Madame Juliette Duflo qui nous a envoyé un message, du coup qui fait le relais. J'ai pas lu tout le message, mais pour ok, qui est sur la mission locale. Et on a une nouvelle personne qui nous a rejoint, Thibaut Potier. Donc je sais pas si tu nous entends, Thibaut, pour être bien sûr que le relais se Si, fasse. bonjour à tous. Désolé du retard. Pas de souci, Thibaut. Est-ce que on était en train de faire un petit tour de table pour se présenter? Du coup, est-ce que tu souhaites te présenter du coup aux personnes présentes sur le webinaire? Ouais, Thibaut Potier, je suis cadre à la Ligue de voile des Pays de la Loire sur le secteur glisse. Et je m'occupe aussi des formations BPGEPS. J'ai remplacé là-dessus Vincent Leduo pour ceux qui le connaissaient. Et l'idée était de me renseigner sur le DE. D'accord. Ok, très Voilà. bien. Merci Thibaut. Il y a une personne qui ne s'est pas présentée, du coup c'est Pierre. Oui, pardon, du coup, Pierre Noesmen, moi je suis conseiller technique à la fédération. euh, et dans mes missions, j'ai l'animation du réseau des entraîneurs et je suis investi sur la formation entraîneur globalement à la fédération. Mais j'ai d'autres missions régionales où je connais donc très bien Jules, Pierre et Thibaut. Mais, et donc, moi j'interviens très très peu sur le DEGEPS, mais par contre, accompagner
j'ai la volonté d'accompagner des entraîneurs en formation pour les amener sur le DEGEPS ou accompagner les personnes qui ont passé le DE et pour évoluer aussi après. Voilà. D'accord. Comme il y a un sujet de refonte du diplôme avec le ministère à partir de l'automne. Moi, pour la fédération, je vais être dans les personnes qui vont travailler sur aussi la refonte du diplôme. Et comme l'a précisé Pierre Lecognac, il y a 2 structures qui forment beaucoup de DE voile sur l'année, c'est l'I2N et la Ligue Normandie. Du coup, j'essaie d'avoir une vision sur les 2 structures, comment ça tourne, et puis s'assurer que nous, on arrive aussi, que la fédération arrive à s'investir aussi sur ces formations. Ça marche, Pierre. Bah, merci de t'être présenté. Du coup, avec Pierre, on échange un petit peu sur ma vision de la formation depuis un moment. C'est assez riche. Du coup, bah, je suis ravi de vous présenter un petit peu du coup, la formation dans son ensemble et un petit peu la vision qu'on a fait évoluer pour la prochaine promotion. Du coup, comme l'a dit Eric, qui commencera du coup fin octobre de cette année. Donc, je vais mettre cette présentation en place. Juste un instant. Tac. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Ouais, c'est bon? Très bien. Ok, donc on va vous expliquer un peu le déroulement de la formation DEJEPS, quel type de diplôme c'est, un petit peu les prérogatives. On va parler de tout ce qui va être un petit peu les différentes UC que compose la formation. On va présenter donc du coup un peu la vision qu'on a fait évoluer pour la prochaine promotion. Et ensuite, on parlera un petit peu des conditions d'accès et aussi de tout ce qui va être un petit peu les différents statuts qu'on peut avoir quand on accède à la formation, que ce soit en tant que salarié, en tant que sportif de haut niveau, voilà, avec les différents statuts. On ne rentrera pas trop dans les détails sur cette partie-là. Léna sera un relais si vous avez besoin de plus de questions par rapport à ça, où on pourra répondre de manière individuelle là-dessus. Donc, pour le DEJEPS, il faut savoir que c'est le DEJEPS voile perfectionnement sportif jusqu'à 200 000 d'un abri. Donc, c'est un diplôme d'état de la jeunesse, l'éducation populaire et du sport. Donc, avec une spécialité perfectionnement sportif et une mention voile jusqu'à 200 000 d'un abri. Donc, c'est un diplôme du ministère des Sports, de la jeunesse et de la vie associative. Du coup, il faut savoir que c'est un diplôme de niveau 5, donc Bac plus 2. Le BP est un diplôme de niveau Bac. Donc voilà. Après, les prérogatives du diplôme, donc il faut savoir qu'on peut travailler dans tout type d'environnement. Donc ça peut aller d'un lac, mer, rivière, ce genre de choses. Donc ça concerne donc tous les supports de la voile. Donc c'est pour la partie habitable du coup qu'on est jusqu'à 200 000. Donc ça peut aller de la wing. Donc on a de plus en plus de personnes qui viennent de la wing. C'est une pratique vraiment émergente. On le voit dans les personnes qu'on a en stage. Donc de la voile légère jusqu'à la voile habitable. Le paddle sous certaines conditions. Et donc il n'y a pas le kitesurf et le surf qui sont inclus dans le DE. Après, pour les types de public, du coup, on peut enseigner sur différents types de public, que ce soit le scolaire, le loisir, le sportif, public en vie. Et après, sur un peu tous les âges au niveau des publics. Et sur du coup, un niveau qui va de l'initiation à l'entraînement. Et il faut savoir qu'aussi avec le DE, on peut être en responsabilité, c'est-à-dire qu'on peut avoir du coup superviser une équipe de CQPIV. On peut avoir par exemple en tutorat un BPGEPS et on peut, je prends mon exemple par exemple, être coordonnateur de formation avec un DE. Donc ça permet d'avoir un champ d'action assez large. Donc pour le DE, là j'ai remis du coup une slide qui résume un petit peu tout ça. Donc les missions sont variées, on peut être coordonnateur, responsable de structure, entraîneur sportif, et on peut être aussi, ça c'est important, formateur de cadre. Donc ça peut être soit s'occuper de formation CQPIV, soit être tuteur
du coup, d'une personne en formation, donc qui peut être un BP. Nous, il y a aussi une partie qu'on va essayer de mettre un petit peu en place, c'est-à-dire que la partie formation, le mot formateur au sens large, c'est aussi certaines compétences à acquérir et de manière plus large, par exemple un formateur à l'école, voilà, il va y avoir des techniques d'interaction avec un public, formaliser des contenus pédagogiques. Donc on essaye de partir aussi un petit peu sur le sens un petit peu plus large du mot formateur. Donc, l'éducateur sportif dans le domaine de la voile à moins de 200 000 nautiques d'un abri, on coordonne la mise en œuvre d'un projet sportif de développement économique, social et environnemental. On peut coordonner les équipes de bénévoles et de professionnels, piloter un projet de perfectionnement sportif et développer et encadrer des activités à finalité sportive et éducative. Et comme je vous l'ai dit juste avant de reprendre la slide, on peut conduire des actions de formation et de tutorat. Peut-être ne pas hésiter, si vous avez des questions, à lever la main par l'intermédiaire du petit icône lever la main, où on vous laissera la parole si vous en avez, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas à nous solliciter. Alors, donc, du coup, l'équipe, on l'a déjà présentée. Donc, il y a Eric qui est responsable du département formation, Léna Guégan, du coup, qui est votre relais privilégié pour tout ce qui va être voilà, les différents éléments concernant la formation DE. On a aussi Angélique Lemélédo qui est assistante de formation. On pourrait être amené à avoir aussi si vous nous contactez. Et après, sur l'équipe, du coup, un petit peu plus opérationnelle sur la partie DE et formation. Du coup, on a David Alexandre, du coup, qui est un formateur, du coup, qui est présent, je crois, quasiment depuis le début des formations DE. Ouais, très clair. On a Gwen Kérissi, du coup, lui, avec qui on travaille souvent en lien, parce qu'on peut être amené de temps à autre à, par exemple, avoir comme public support les publics BP. Et on peut intervenir, nous aussi, sur les formations BP. Un formateur aussi, du coup, qui va être en charge de certaines UC sur le DE, donc c'est Franck Lecomte. Et on a Félix aussi qui peut intervenir de manière ponctuelle. Et donc Vincent, je ne vais pas... on s'est déjà présenté. Alors peut-être, juste je me permets, comme ça, on fait un peu à deux voix. Sur les équipes, on n'a pas ajouté toutes les équipes d'intervenants, en fait, aussi nos collègues de la fédération. Donc on a plusieurs personnes qui interviennent. Donc on sollicite souvent Pierre Noueswen qui est présent avec nous. On sollicite aussi Pierrick Coitez qui vient aussi intervenir, notamment sur les aspects de programmation et de planification. On sollicite aussi nos collègues Jean-Michel Hervieux de la Fédération française de voile, qui est cadre technique national en charge du pôle formation et emploi, ce qui nous permet d'avoir un peu des actus chaudes sur la formation. On invite aussi Emmanuel Broder dans le cadre des démarches RSE. Donc, vous voyez, on essaye aussi de solliciter les collègues de la fédération qui n'apparaissent pas tous là pour enrichir la formation et qu'elle soit vraiment connectée avec le monde fédéral de la voile auquel vous appartenez, quoi. Donc, ça nous semble important de faire ça. Et avec des petites nouveautés cette année, où on souhaiterait pouvoir être en lien plus avec les différents pôles d'entraînement. Alors, c'est en cours de construction, mais l'idée, c'est de pouvoir être en connexion avec des pôles, avec un pôle France et d'être en connexion avec un pôle qui est plutôt local chez nous, qui est un pôle de course au large qui s'appelle Orlabay, qui est situé à la Trinité, où on pourrait éventuellement avoir des temps d'échange avec eux. L'idée de Vincent étant, il vous l'expliquera, mais d'être plus en lien aussi avec le fer, être en lien avec le terrain et notamment nous profiter de notre emplacement ici en baie de Quiberon pour pouvoir aller solliciter des entraîneurs, des formateurs qui ont de l'expérience et qui pourraient voilà, faire
soit des temps de formation, soit des temps d'échange autour de leur expérience de formateur ou d'entraîneur. Donc ouais, pour rejoindre ce que disait Eric, du coup, ouais, c'est essayer de faire encore plus le lien entre ce qu'on va pouvoir voir un petit peu en principe théorique, de faire le lien avec le terrain pour rendre tout ça concret et pouvoir l'appliquer. Parce que je pense que pour moi, c'est la meilleure manière de retenir, c'est de faire le lien entre ces deux choses. Donc, je vais continuer à vous présenter un petit peu voilà, ma vision de la formation et un petit peu comment on la voit pour l'année prochaine. Donc, pour les principes de la formation, il faut savoir que avant l'entrée en formation et un peu le positionnement du coup des stagiaires qui s'inscrivent, on fait des évaluations diagnostiques pour voir un petit peu le profil des candidats, voir si certains allègements sont possibles sur la formation. Ces évaluations diagnostiques, on va essayer de mettre un cran au-dessus pour la prochaine formation par rapport à ça. Parce que vous allez voir un petit peu comment on a refonté la formation. Ça va être pour l'UC3, donc la partie entraînement et la partie formateur. On va avoir différents blocs et ça permettra en fait de pouvoir vraiment adapter le plan de formation, le contenu de formation et vraiment les besoins de chaque stagiaire en formation pour arriver au bout de leur DE avec les compétences dont ils auront besoin. Il faut savoir qu'il y a une partie en présentiel et une partie en distanciel. Du coup, sur la formation DE, alors on essaye d'alterner ces différentes parties. On sait que la partie distancielle, tout le monde n'est pas forcément à côté, donc c'est un moyen de formation qui est utilisé depuis plusieurs formations DE, qui fonctionne très bien. Et on a essayé là, sur le nouveau ruban, de faire venir du coup à l'I2N les stagiaires sur des périodes peut-être moins fréquentes, mais un petit peu plus denses pour pouvoir voilà, vraiment essayer d'optimiser les temps de formation avec ces deux passerelles et pouvoir aussi faire en fonction des différentes contraintes, que ce soit pour les sportifs de haut niveau, les personnes salariées, voilà, et les personnes qui sont des professionnels. Donc, c'est une alchimie à trouver. On a essayé vraiment de partir dans ce sens-là. Donc, alors, peut-être juste pour compléter ou ce que dit Vincent, les évaluations diagnostiques, c'est pas lié à votre entrée en formation. C'est pas une évaluation. Si vous échouez à l'évaluation, vous n'entrez pas en formation. C'est des évaluations qui permettent simplement de pouvoir mieux vous orienter sur votre parcours de formation. Donc, c'est de vous alléger de parties de formation, éventuellement vous ajoutez des temps de formation, mais on est plutôt dans le mode allègement, c'est-à-dire qu'on a un gros volume de formation et ensuite on allège en fonction de votre profil. Ça ne conditionne pas votre entrée en formation. L'entrée en formation, elle est conditionnée par d'autres choses, des niveaux techniques, des niveaux compétitifs. Vincent va y venir, mais qu'on soit clair sur ça. Donc, adapter la formation, donc c'est ce que disait Eric. Voilà, c'est répondre aux demandes et c'est pas un examen d'entrée, on l'a ou on l'a pas. Du coup, le but, c'est pour toute l'équipe de formation, ça va être d'enseigner aux stagiaires donc un ensemble de compétences pour être capable de répondre à la demande des futurs employeurs, des futurs pôles, donc pour entraîner, manager et former. Le but du jeu, c'est d'encadrer tout niveau, sur tout support. Vous allez voir, c'est vraiment un focus qu'on a mis sur la formation, parce qu'on a des profils de gens qui ne sont pas forcément polyvalents sur différents supports. Après, ils peuvent être amenés à entraîner, pas forcément sur leur support principal. Donc, on essaie vraiment de leur donner un maximum de compétences pour être pour pouvoir être employable et avoir des compétences transversales sur tous les supports. Une chose très importante pour moi, c'était de faire le lien entre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, entre concepts, donc tout ce qu'on va voir en salle ou en distanciel, la théorie et aussi la pratique. Donc l'objectif, c'est de naviguer
On va avoir plus de temps passé en situation sur l'eau pour la prochaine formation, encadrer et aussi observer. Il va y avoir un objectif aussi, c'est de faire évoluer les représentations. Donc chacun a ses représentations par rapport à son expérience, par rapport à son passé. Et le but du jeu, c'est de faire évoluer un petit peu tout ça. En gros, on va essayer de sortir du dire et entrer dans le faire. Donc là, je vais zoomer un petit peu. C'est moi ma vision pour la prochaine formation. C'est que donc il faut savoir qu'on a 4 UC au niveau du DE. On va avoir une partie qui va être une partie projet, donc concevoir un projet d'action et le mettre en place. Donc c'est l'UC1 et 2 que vous voyez du coup en bas de la slide. Donc sur cette partie-là, du coup, on va avoir différentes compétences à acquérir. Donc ça, c'est des compétences qui vont être données en général sur plutôt une présence collective du groupe. Et après, sur tout ce qui va être la réalisation du projet, enfin la conception du projet, une fois que le projet commence à être défini, et après sur tout le suivi du coup de mise en place du projet, analyse du contexte, plan d'action, réalisation du projet et évaluation. On va essayer vraiment de faire un gros focus sur un suivi individuel. Ça, c'est vraiment notre objectif. Donc ça, c'est pour la partie UC1 et 2. Donc, c'est 2 UC. Alors, peut-être sur l'UC1 et 2, pour compléter ce que dit Vincent, il y a une dimension, c'est un projet d'action. C'est-à-dire que ça va être une action à mettre en place qui devra durer à minimum 2 jours, donc 14 heures, dans le domaine de l'entraînement ou de la formation. Et ce projet-là, il doit être à échelle départementale, régionale, voire nationale. Je développe rapidement en prenant 2 exemples. Je suis salarié à BBN comme Jules. Je mets en place une régate ou un entraînement à l'échelle du club. Ce n'est pas recevable en tant que projet DE. Par contre, je me remets dans la place de Jules. Je suis salarié à BBN et j'accueille à BBN un stage de détection régionale des futurs adhérents à un pôle. Voilà, imaginons ça. Là, en effet, ça rentre dans le cadre d'un projet DE parce que l'action, c'est une action qui est à échelle régionale, qui répond à une attente fédérale nationale et même si elle a lieu dans sa structure dans laquelle il est salarié, le projet est d'une autre dimension. Je prends un autre exemple. Je suis en poste dans une structure et j'anime une formation de CQP. Eh bien, ce n'est pas un projet DE, parce que j'anime une formation de CQP à l'échelle de ma structure. Par contre, si je dis dans ma structure, j'anime une formation CQP qui est une formation départementale ou régionale, parce que j'ai regroupé différents clubs ou différents acteurs de la formation et que la formation se fait en partie dans ma structure, là, en effet, on est sur un projet qui est éligible DE. Il y a moyen de s'éclater sur ces projets-là. Il y a beaucoup de nos stagiaires qui ont monté des projets qui sont ensuite devenus leur emploi ou qui ont pu monter des projets qui ont boosté complètement la structure dans laquelle ils ont pu travailler, ou en tout cas la positionner comme une structure étant une structure phare dans le domaine. Voilà, vous avez peut-être eu vent de certains stagiaires pour animer des temps de formation pour le compte de la Fédération française de voile dans le domaine de l'entraînement en planche à voile à feuille, dans le domaine de la préparation mentale, dans le domaine du suivi des stagiaires. Il y a eu des interventions faites sur des stages nationaux suite à la proposition qui a été faite de stagiaires en formation DE. Bref, le champ est très très large, mais il faut bien penser au dimensionnement et le fait que c'est un projet d'action. Il doit avoir lieu, à minima 2 jours. Alors j'ai pris 2 exemples, la formation et l'entraînement.
c'est pas anodin. C'est-à-dire qu'on vous attend sur ces domaines-là. On ne vous attend pas sur la promotion d'une régate au sein de votre structure qui se pratique le samedi soir avec les adhérents ou bénévoles. C'est là la différence entre ce projet-là. Et comme le dit Vincent, à juste titre, il y a un temps collectif où on vous donne les clés pour concevoir le projet et pour le mettre en œuvre, réussir à l'évaluer et à en rendre compte. Ça sera le temps de la certification. Il y aura un rapport à rendre, alors qu'il est normé, hein, il y a un nombre de pages, calligraphie, etc. On n'en est pas là. Mais un rapport à rendre qui relate en fait de UC1, comment vous avez construit le projet, comment vous avez fait un diagnostic, comment vous avez interpellé les différents acteurs, etc., comment l'idée vous est germée, à qui vous avez sollicité pour le faire grandir. Ça, c'est l'UC1. Et l'UC2, c'est comment je l'ai mis en œuvre. C'est une fois qu'il a été réfléchi, c'est comment je le mets en œuvre et comment je l'évalue. C'est-à-dire, bah, j'ai fait l'action de 2 jours, mais alors c'est un minimum, hein, ça peut durer 3, ça peut durer 4, ça peut durer une semaine si vous le souhaitez, mais c'est à minima 2 jours. Et puis c'est après, bah, c'est comment j'évalue ce que j'ai fait. Et si je devais faire une seconde édition ou le refaire, eh bien, qu'est-ce que j'amènerais comme élément complémentaire ou dans quelle dimension je serais un peu plus attentif. Donc c'est pour ça qu'il y a 2 UC, le 1 étant vraiment la conception du projet et le 2 étant plutôt sa mise en œuvre et son évaluation. Et pour ce faire, donc il y a des cours collectifs et on a mis en place cette année un suivi individuel qu'on a évalué à 7 heures, 7 heures individuelles avec un prof, donc c'est un prof avec vous qui vous accompagne dans votre projet et notamment peut-être dans la phase de mise en œuvre, dans la phase de rendre compte, dans la phase d'évaluation qui est un peu plus propre à chacun. Sur la phase de conception, il y a vraiment des grands principes qu'on va vous faire collectivement. Et après, sur le suivi individuel, ça sera vraiment sur le. Je pense que c'est beaucoup plus basé sur le temps de restitution et le temps d'évaluation. Voilà. Voilà sur l'UC1 et 2. N'hésitez pas si vous avez des questions. Hein. Parce que pour nous, on est dedans un peu toute la journée avec les UC, les machins, les ça. Peut-être que pour vous, ça parle moins. Je vais même compléter ce que dit un petit peu Eric, donc il parlait d'une action ponctuelle avec une durée en fait, enfin un temps d'action demandé. Il faut savoir aussi que pour certaines actions qui sont mises en place, certains projets, ça peut même conduire à une offre pérenne qui est proposée au sein d'un pôle, au sein d'un club, au sein d'un CDV, au sein d'une ligue. Et même un projet professionnel en fait dans le domaine de la voile. Si je prends mon expérience, quand j'ai passé mon DE du coup il y a quelques années, ça portait du coup sur la création et le développement d'un centre d'entraînement, d'une dynamique d'entraînement en mini à la Trinité-sur-Mer. Et donc du coup en fait ce projet m'a permis moi-même de travailler aussi sur le développement de ce projet et ça a conduit par la suite à la création d'un centre affilié à la FFV, du coup, qui s'appelle Orlabed, dont on parlait tout à l'heure. Donc, c'est une partie qui est importante dans la formation et du coup, qui est très intéressante à différents titres. Si on continue, du coup, sur les différentes UC, donc on a vu l'UC1 et 2, on va partir, donc, du coup, sur ce qui va être aussi le cœur de métier, enfin, le cœur de l'activité, du coup, proposé par le DE, en fait, ça va être tout ce qui va être l'activité d'entraîneur, mais aussi de formateur. Donc là, vous voyez différents blocs apparaître, du coup, autour de ces bulles-là. Pour une lisibilité, du coup, une meilleure lisibilité de la formation, du coup, moi, j'ai défini ça un petit peu en bloc, avec différents domaines de compétences sur lesquels on va se plonger pour voir différents contenus et apporter différentes compétences. Donc, on a le bloc 1 qui va concerner du coup le pratiquant, le coureur, l'humain. On va avoir un bloc 2 qui va être plus tourné vers l'engin, le matériel. Un bloc 3 qui va être plus sur, en gros, le terrain de jeu.
et un bloc 4 qui va être notre cœur de métier, à savoir l'entraîneur ou le formateur. J'ai mis au milieu, vous le voyez, une grosse bulle qui va être la navigation et la pédagogie. C'est-à-dire qu'en fait, sur tous les modules qu'on va voir au sein de la formation, on va à chaque fois croiser donc les apprentissages. Donc, on disait entre le savoir et le faire. On va à chaque fois, du coup, avoir une alternance entre moments d'apprentissage en salle et période, en fait, soit de navigation pour voilà, appréhender un petit peu tous les supports, avoir une connaissance sur tous les supports. Et par la suite, quand on va rentrer un petit peu plus dans les blocs, donc ça va être par exemple sur la partie, le bloc 4, entraîneur-formateur, on va avoir différentes choses qui vont être mises en place sur la partie Furlough. C'est-à-dire qu'on va commencer à rentrer vraiment dans la partie pédagogie, encadrement par thématique de séance, donc en tant qu'entraîneur. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que tout le monde ne va pas forcément prendre des parties, enfin prendre des thématiques et va entraîner en même temps, mais il y aura aussi une partie observation par ceux qui sont sur support ou éventuellement qui peuvent être avec la personne qui encadre sur le Zodiac. Et du coup, ça permet de vivre la situation d'entraînement de l'intérieur et de se faire entraîner. Ça peut permettre aussi, du coup, entre l'entraîneur, la personne en situation d'entraînement et le groupe qui est sur l'eau, d'avoir des échanges et d'avoir un retour par ses pairs et d'avoir en plus un retour global du coup du formateur. Et comme dans un groupe d'entraînement, je pense qu'il est primordial dans un groupe en fait de favoriser l'échange et ça fait monter en compétence tout le monde. Et pour moi, c'était intéressant et important d'avoir toujours un retour entre ce qu'on va apprendre et ce qu'on va pouvoir mettre en place dans le but en fait d'avoir des personnes et des entraîneurs pour la partie entraîneur et pour la partie formateur, d'avoir des gens qui sont opérationnels le plus rapidement possible aussi sur le terrain et pour répondre un peu de manière, j'espère, la plus adaptée aux commandes des employeurs. Donc voilà un petit peu ma vision. Donc, on va avoir une prochaine formation, la DE10, on va passer plus de temps sur l'eau et on va pouvoir être vraiment avec une connaissance de plus de support, plus de temps en situation d'encadrement et d'entraînement et avoir aussi une posture d'observateur qui va permettre dans le temps aussi de développer son œil. Voilà, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter sur la partie UC3, Eric? J'ai toujours un truc à rajouter, moi. Non, le truc, ce que vous présente Vincent, c'est aussi le fruit d'une réflexion où on souhaitait vraiment que vous soyez en prise avec le monde professionnel et en prise avec le terrain et vous mettre en situation. On s'est aperçu que la formation, en effet, on donnait beaucoup de principes théoriques et on s'appuyait sur la formation en entreprise qui existe encore, hein, qu'on va vous présenter, pour l'aspect pratique des choses. Et finalement, après différentes réflexions, les retours qu'on a eus, etc., les formateurs, on s'est dit, bon, il faut quand même que nous, on puisse proposer ça au sein de l'organisme de formation. Donc, il y a eu ce choix de fait. Donc, avec cette organisation en 4 blocs. Donc, sur le bloc qui est entraîneur-formateur, c'est plus ma capacité à intervenir en tant qu'entraîneur ou en tant que formateur, quelle posture j'adopte, quel langage j'utilise, comment je peux, quelles sont les différentes modalités d'intervention qui s'offrent à moi, et puis de vous mettre un peu, vous challenger en fait, vous mettre en situation et de pouvoir enrichir le groupe de ça. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté. C'est en même temps de la navigation, en même temps du temps d'intervention et en même temps des temps d'observation. Temps d'observation, je vais sur un centre d'entraînement avec mon formateur, je suis accueilli, je rencontre un formateur, un entraîneur, je regarde sa façon de faire, je le questionne. Vous voyez, on est plus dans l'échange. Ensuite, il y a peut-être des temps
où vous allez être en situation d'entraîner vos pairs ou d'entraîner un public support sur un temps de séance et de pouvoir réinvestir ce temps-là en formation. De pouvoir intervenir sur des temps de formation aussi. Donc, voilà, on va essayer de se servir de notre communauté apprenante. On a des formations en BP ou sur d'autres séries, pardon, pas séries, sur d'autres formations, merci. Et donc, ça va nous permettre de créer ça. Juste vous dire tout de même que la formation, elle se fait en grande partie aussi à distance. On va y venir après, mais Vincent l'a dit tout à l'heure, la force de cette formation, c'est qu'elle était à moitié à distance. Là, aujourd'hui, elle n'est plus complètement à moitié à distance, elle est quasi aux trois quarts, non, allez, un gros tiers à distance. On a diminué un peu le distanciel pour ajouter un petit peu de présentiel. Mais il y a un gros travail qui est réalisé à distance. Donc ça, c'est lié à l'UC3. L'UC3, vous vous ferez évaluer sur pas un questionnaire, mais une étude de cas. Alors, on rajoute un petit peu de commandes pratiques, mais votre évaluation, ça sera une étude de cas. D'ailleurs, c'est un sujet que vous tirez vous-même au sort, qui répond soit de l'entraînement, soit de la formation. Et on vous pose une question. Voilà, je suis entraîneur en planche à voile à foil au pôle de Brest. Je dois commencer une saison. Voilà, je dois faire un premier stage de rassemblement. Eh bien, quels sont les éléments sur lesquels je dois être attentif pour mener à bien ce premier temps d'entraînement auprès des coureurs, par exemple. Eh bien là, il faut répondre au sujet. Donc, vous n'allez pas être sur l'eau avec un groupe d'entraînement, mais vous allez bien devoir modéliser, écrire, rédiger et présenter votre façon de voir les choses. Donc, vous voyez, et c'est pour ça qu'on a aussi ce travail-là, en même temps que le pratico-pratique, en même temps ce travail-là de formalisation, etc., pour que vous puissiez être prêt aussi à l'examen, à la certification. Les deux vont de pair. C'est le challenge de cette année. C'est passionnant. Comment Vincent a toute ma confiance pour mettre ça en place parce qu'il est vraiment animé par ce projet-là. Je le sens bien depuis qu'il est arrivé sur l'établissement et j'en suis ravi. Et ça sera mené, bien sûr, avec les différents intervenants qu'on vous a cités tout à l'heure, nos collègues de la fédération, mais aussi nos formateurs en présentiel sur l'établissement. Je te laisse peut-être finir sur l'UC4. Ça marche. Bah, du coup, juste pour refaire un petit focus sur l'UC3, du coup, on a dit qu'on allait avoir un petit peu plus de temps en présentiel avec des blocs qui iront, je pense, jusqu'à 2 semaines. C'est du coup ce qu'on a mis en place sur le ruban, avec une partie navigation intégrée. On a, pour l'instant, vraiment essayé de réfléchir un maximum sur la pertinence de ce qui va être fait en présentiel et la pertinence de ce qui peut être fait en distanciel. Donc ça, c'est vraiment un focus qu'on essaye d'avoir. Et on parlait, par exemple, du coup, sur la répartition en blocs. Bah, par exemple, quand on regarde le bloc 1 sur le pratiquant et le coureur l'humain, en fait, de manière générale, par rapport aux évaluations de diagnostic qu'on fera, bah, là, on a eu quand même 2 personnes qui ont un cursus, donc je pense à Jules et à Pierre, donc qui ont un cursus STAPS. Donc voilà, c'est sûr que on posera des questions, mais il peut y avoir du coup des parties avec cette subdivision dans certains blocs, voilà, des parties qui peuvent être allégées pour une partie ou entièrement sur un bloc. Je pense aux filières énergétiques, par exemple, qui sont traitées sur la filière STAPS. Donc, c'était voilà, essayer de trouver une logique, une décomposition en lien permanent avec le terrain et notre terrain de jeu. Il y a des cours à distance, du coup, qui sont marqués à gauche, qui vont être un petit peu tout ce qui va concerner les politiques publiques, les contextes de l'entraînement. On va avoir aussi sur l'humain des parties qui seront en distanciel.
Et pour chaque bloc, voilà, une répartition qu'on a voulu intelligente sur le distanciel et le présentiel, et pertinente. Est-ce que vous avez des questions sur du coup un peu ce programme, cette vision pour la prochaine formation? N'hésitez pas. Je vois pas de questions. On continue du coup? C'est qu'on est super clair. C'est bon signe, ça. C'est bon signe, Vincent. Si on est clair, déjà, déjà c'est bien. Il y aura de toute façon des questions ouvertes à la fin si des questions émergent par la suite. Du coup. Alors, peut-être l'UC4? Ah oui, excusez-moi, ouais. L'UC4, du coup, qui a un UC du coup qui va être qui va porter sur encadrer la voile en sécurité. Certains publics qui ont déjà des diplômes, on va y venir dans l'enseignement de la voile, peuvent être dispensés de cette partie-là, mais voilà. Ceux qui sont titulaires d'un BP. BP et BE. voile, BE ou PE, titulaires. Les CQP, si vous avez que un CQP, ce qui est déjà super, vous n'êtes pas allégé de ce bloc-là. Voilà. Pour avoir un BP. Alors, peut-être sur ce bloc-là, c'est quand même un bloc qui est non négligeable, qui est important. Pourquoi? Parce que déjà, il conditionne l'obtention de votre diplôme, donc il ne faut pas le négliger. Il est à hauteur de tous les autres. Vous êtes donc au niveau DE, on attend un peu plus du brevet que du brevet professionnel, c'est-à-dire que vous êtes évalué sur une séance technique qui aura lieu, vous encadrez un vrai public durant toute la semaine et en fin de semaine, il y a un jury qui vient avec vous sur le bateau et il regarde comment vous intervenez auprès de ce public-là. Ce temps-là est suivi d'un questionnement et le questionnement porte sur les aspects réglementaires et pédagogiques de l'activité. D'ailleurs, le jury prend appui sur ce que vous avez réalisé, mais aussi vous questionnera sur la division 240, sur le code du sport, sur les exemptions fédérales, etc. Donc, ce qu'on attend un peu plus d'un DE, c'est quelqu'un qui est capable d'avoir un regard un peu plus distancié sur sa pratique en tant qu'enseignant, mais aussi sur les aspects réglementaires qui régissent les activités. Donc ce temps-là, c'est une semaine sur l'établissement, du lundi au vendredi, donc à l'I2N, vous encadrez, et au préalable, il y a des temps de formation organisés à distance. Pierre, tu levais la main. Ouais, c'était juste pour recentrer sur une petite question sur l'UC4. Il y a toute la gestion de DSI aussi là-dedans ou Ouais, tout à fait, ouais. Parce que c'est ça justement, c'est cet aspect un peu l'encadrement, réglementaire. responsabilité. Exactement, donc partie DSI, réglementation, code du sport. Après, du coup, on va pouvoir aussi voir, c'est un petit peu transversal, mais ça va être aussi, c'est transversal UC3, UC4, mais voir tout ce qui est qualification, diplôme, tout ce qui va être un peu la nomenclature FFV, PPF, ce genre de choses, mais qui est un peu transversal aussi avec l'UC3. En réalité, l'idée de cet UC-là, hormis l'enseignement, hein, ça là-dessus, on ne déroge pas, ça se passe sur l'eau, etc. Mais en termes d'apport de contenu plus théorique, on va dire, ou plus, voilà, qu'on va mettre aussi en pratique, il y a tout l'aspect organisation de l'activité. C'est-à-dire, comme on vous l'a dit tout à l'heure, un DE, c'est un niveau de diplôme qui permet d'être directeur d'une structure, directeur d'un pôle, directeur d'une organisation nautique. Donc, à ce titre-là, eh bien, on doit connaître eh bien, les règles du jeu. Les règles du jeu, chez nous, c'est le code du sport, c'est les exemptions fédérales, les préconisations, les exemptions, la division 240. Vous devez être capable, en cours de formation et en fin de formation, si on vous dit, voilà, Eric, tu dois organiser une activité wing au sein de la structure, eh bien, quelles sont les différentes dimensions que tu dois prendre en compte pour organiser cette activité? Ça va de la qualification de l'encadrement, quel diplôme il faut. Ça va de l'organisation de la sécurité, comment j'organise la sécurité,
combien d'embarcations j'emmène, sous quelles conditions, comment j'inscris ça dans le DSI, etc., etc. Donc, je dois prendre l'ensemble des dimensions de l'activité pour pouvoir la mettre en œuvre dans une structure. Donc, est-ce qu'il faut des casques, il faut des brassières, comment j'organise les choses, voilà, etc., etc. Donc, tout ça, ça fait partie du programme de l'UC4. C'est en fin de formation, vous devez être en capacité. Si un entraîneur vous dit dans le pôle, bah voilà, je pars de l'Institut national du nautisme, je fais faire le tour de Watt avec mes coureurs, eh bien, vous devez être en capacité de dire à votre entraîneur les différents éléments qu'il doit prendre en compte pour faire le tour de Watt, quoi. Ça, on ne part pas comme ça en se disant, allez hop, on y va, on file. Donc, quelle dimension je dois prendre en compte? Voilà. Et c'est ça qui est important. Donc, on le met en lien, bien sûr, avec une activité professionnelle. On ne va pas vous demander quel est l'article 72C du Code du sport. Ce n'est pas là l'intérêt. Ça, il y a des moteurs de recherche pour ça. Mais l'intérêt, c'est comment je l'applique dans mon monde professionnel au quotidien. Donc, ça, c'est l'UC4, qui a son importance aussi. Donc, peut-être rapidement, une fois que vous avez eu, vous avez une épreuve par UC, ça fait 4 épreuves. Si vous avez un avis favorable à chaque épreuve, eh bien, votre dossier passe devant un jury et ce jury vous attribue ou non le diplôme. Et donc, ensuite, vous êtes diplômé. Le jury regarde plusieurs choses. C'est 4 épreuves déjà. Et ensuite, il regarde votre assiduité sur le temps de formation en entreprise, les différents retours des tuteurs que vous avez eus, parce que cette formation-là, elle se tient bien sûr en alternance, c'est-à-dire qu'on alterne entre l'organisme de formation, l'I2N, en présentiel ou en distanciel, et le monde de l'entreprise, donc là forcément en présentiel, accompagné d'un tuteur. Cette entreprise, elle va être multiple au cours de votre formation, c'est-à-dire que si vous êtes, je montre du doigt Jules, mais parce que je le connais et je vois la structure dans laquelle il est, il est à BBN, aujourd'hui il est salarié de BBN, eh bien on invitera Jules à aller faire un temps de formation en entreprise au pôle, qui est très très loin de BBN, donc au pôle de Brest, ou éventuellement sur un autre pôle, pour qu'il puisse avoir un temps de formation en entreprise qui soit adapté à l'UC3, à l'entraînement. Vous voyez? Pour aller découvrir autre chose. Si on a quelqu'un comme votre nom m'échappe, excusez-moi, qui est en BP, qui coordonne des formations de BP voile, lui, Thibaut, qui est déjà dans une organisation de formation, eh bien, on va l'inviter aussi à aller plutôt sur une structure d'entraînement pour découvrir autre chose et puis pour voir comment vivre une expérience de formation qui l'enrichisse. S'il reste dans son univers de formation, eh bien, ça manque un peu ça perd un peu de sens d'être en formation en entreprise. Alors, il y aura une partie qui sera à BBN et dans l'organisme de formation, mais il y aura forcément des temps où vous serez amené à aller ailleurs que dans l'entreprise dans laquelle vous êtes déjà salarié ou sur laquelle vous êtes rattaché. Ce qui fait la richesse de la formation. Alors, je vous rassure, on ne va pas vous exfiltrer pendant 3 mois sur un pôle ou sur une autre activité. Mais il y aura, en fonction de chacun, et c'est pour ça qu'on fait un temps de positionnement à l'entrée en formation, on définira ce temps de formation en entreprise. Mais il faut imaginer que si je prends Jules, par exemple, qui est sur une structure nautique qui propose de l'entraînement et de la formation et de l'enseignement, eh bien, Jules, il faudra qu'il soit un temps de, au minimum, 2 semaines, voire un peu plus, pour être sur un pôle d'entraînement. Donc, avoir des missions, soit avec le pôle de Brest, comme tu l'as déjà fait, ou des missions fédérales, comme tu l'as déjà fait. Et ce temps-là, il faudra qu'il soit accompagné par un tuteur. Parce que forcément, c'est le reste du temps de formation en entreprise. Ce n'est pas je vais en entreprise pour travailler, c'est du temps de formation. Donc, ce temps de formation, il est accompagné par un tuteur en entreprise. Ce qui vous permet d'avoir un retour, un échange et puis monter en compétences. Voilà à peu près sur
Je tiens à ajouter juste aussi une chose, c'est par rapport au support principal que peuvent avoir les stagiaires qui rentrent en formation. On insiste vraiment aussi là-dessus, c'est de sortir un petit peu du support qu'on connaît et d'aller aborder d'autres supports pendant ces périodes du coup de formation en entreprise pour voilà, accroître ses compétences, sortir un petit peu de, entre guillemets, sa zone de confort par rapport aux expériences personnelles que peut avoir chacun et du coup répondre au mieux aux prérogatives du coup du DE qui sont à savoir encadrer sur tous les supports. Donc c'est vraiment nous une chose sur laquelle on insiste aussi. Est-ce que vous avez d'autres questions du coup sur ces différents UC? Je pense qu'on a avec le concours d'Eric, il y a eu pas mal d'informations. Ok, on va continuer du coup. On avait jusqu'à quelle heure de webinaire? Non, mais c'est pour savoir. On n'avait pas vraiment défini d'horaire, mais, on n'a pas défini. il est midi, donc on va. Il commence à avoir faim là. Ouais. Je sens là. Et puis, ça commence à gargouiller les ventes. Même s'ils ont coupé les micros, je l'entends. de toute façon, après, on va partir sur un peu plus le domaine administratif, les exigences préalables. De toute façon, c'est des parties sur lesquelles on pourra revenir. Il faut savoir qu'à la fin du webinaire, du coup, on vous fera parvenir la vidéo du webinaire. Je pourrais vous faire parvenir du coup le document de présentation également. On vous donnera un lien vers la page de l'I2N du coup qui contient toutes les informations d'inscription, le lien avec les arrêtés du coup qui définissent aussi toutes ces exigences préalables et un petit peu aussi tous les critères de certification qu'il y a sur les différents UC. Et là, c'est quasiment finalisé. On vous fera aussi passer du coup le projet de prochain ruban, enfin le ruban pédagogique pour la prochaine promotion. Vous puissiez aussi avoir une idée un petit peu des temps de formation, des temps de formation en distanciel, en présentiel, en entreprise et des périodes de certification. Voilà. Allez, on se donne 5 minutes. Exactement. Donc, les exigences préalables à l'entrée en formation, donc pour les sportifs de haut niveau, il faut être inscrit sur les listes ministérielles de sportifs de haut niveau, une attestation de secourisme, un permis bateau, un certificat médical, ainsi qu'une attestation de natation. Pour les pros. Juste, ouais. Il y a une question qui est passée. Et en même temps, excuse-moi, je l'ai pas vu. Il y a un truc important pour les sportifs de haut niveau, parce que je crois que c'est le cas peut-être de Jules. En fait, il faut être inscrit ou avoir été inscrit. En tant que sportif de haut niveau. C'est-à-dire que si vous avez été sur les listes et que vous n'y êtes plus, vous êtes quand même exempté des exigences préalables à l'entrée en formation, donc hormis l'attestation de secours, permis bateau, certif med et attestation de natation. Les quotas SHN, du coup, c'est dès les quotas espoir ou pas? Il faut être relève ou senior ou... Ouais, espoir, c'est OK. Ça marche. Espoir, relève. Okay. Bah, moi, cette année, j'ai encore eu relève, donc... Oui, voilà. Donc, mais ce qui est important, c'est que si vous diffusez aussi l'information, c'est que vous pouvez avoir été sportif de haut niveau. Voilà. Okay. Ça, c'est important de le savoir. Si vous êtes sorti sur les... Voilà, ça permet de... Voilà, c'est un truc à savoir. Il y avait une question sur les financements. On n'a pas de financement, on n'a pas de plan région pour répondre à la question de Madame Duflot. Alors, je vais juste la reprendre comme ça, je vais la relire. Donc, il n'y a pas de financement région directement sur ce dispositif de formation. On ne dispose pas d'un marché région. Par contre, nous sommes centre de formation par l'apprentissage. Donc, cette formation est éligible à l'apprentissage. Il y a des conditions d'âge. Les sportifs de haut niveau et les personnes en situation de handicap n'ont pas de conditions d'âge. Pour les sportifs de haut niveau en situation de sportif de haut niveau, il peut y avoir des aménagements possibles sur plusieurs années sur un contrat d'apprentissage. On est éligible à quel financement? Alors, les financements des OPCO en général, au CPF, au FIFPL, enfin bon, à l'ensemble des financements de la formation. Il y a juste le fait qu'on n'a pas un marché région dédié. Voilà, pour répondre aux questions. On va continuer du coup juste rapidement sur les... Pierre, ouais.
Je connais pas trop le système région, mais est-ce que la région Bretagne, elle l'aide sur après, Thibaut, tu connais peut-être sur les Pays de la Loire, mais est-ce que les régions, elles aident des fois sur la formation initiale quand il y a des demandes individuelles? Ouais, Il y a des chèques. Ouais, Il y a effectivement des chèques formation qui peuvent être donnés pour les personnes résidant en Bretagne de plus de 6 mois et inscrites à France Travail. Il y a des chèques formation allant jusqu'à 3 000 euros. Ok. Donc, généralement, il y a des cofinancements possibles entre France Travail, plus le CPF, plus la région Bretagne. Et on arrive généralement à financer le parcours DE complètement. Ouais. Moi, ça avait été mon cas, ouais. Disons qu'aujourd'hui, on a capacité, par l'intermédiaire de l'ENA, de trouver une solution de financement. Ça s'étudie avant. Voilà, c'est sûr, si on doit d'abord s'inscrire, avoir un devis, etc., pour pouvoir enclencher des demandes de formation. Il ne faut pas s'inscrire en formation et se dire, bon, bah, on verra quel financement on trouve, ça s'anticipe. Mais pour l'ensemble des candidats, on trouve des solutions de financement. À noter, et je vous invite quand même sur les conditions liées à l'apprentissage, qui sont quand même très avantageuses pour les candidats, pour les employeurs. C'est-à-dire que l'employeur touche de l'argent pour pouvoir vous accueillir en formation par l'apprentissage. Je pense à Jules, même si tu es en poste actuellement sur un contrat, on peut faire évoluer le contrat le temps de ta formation. Ça, c'est possible. Ça permet à chacun, toi, d'avoir ta finance. Je parle beaucoup de Jules, hein. Je suis désolé pour les autres, mais c'est le fait que je le connaisse. C'est ainsi. Mais ça permet de financer ta formation. Donc, personne ne paye pour ta formation. C'est pris en charge par l'État. Tu as des tarifs avantageux quand tu viens sur les lits de zen. En termes d'hébergement et de restauration, il y a une partie qui est prise en charge par l'opérateur de compétences, donc par des financeurs. Et puis, ton employeur touche un financement qui lui permet de financer en partie ton salaire. Donc, forcément, c'est avantageux. Voilà. Je vous invite à vous rapprocher de l'ENA quand vous avez pris votre décision, etc. En fonction de chacun, on trouve une solution de financement. Et après, il y a des employeurs aussi qui financent une partie de la formation, le reste à charge, etc. Sur le monter en compétences en interne. Ça, voilà. Mais il faut savoir qu'on est là, que l'ENA est là, que nous sommes là pour vous accompagner dans votre recherche de financement. Voilà, vous n'êtes pas tout seul, quoi. Est-ce que c'est combien du coup la formation si on englobe tout les frais, ça peut aller jusqu'à combien du coup? On est à 6 500 on est à maximum. le 6 parcours 600. complet. Le parcours complet est à 6 600 €. Un truc comme ça. Avec financement. Non, ça, c'est ce que ça coûte. Voilà, ça, c'est ce que ça coûte. Si tu veux me faire un chèque, voilà, tu dois faire un chèque de ce montant-là. 6 615. Voilà. Hop, ça, c'est payé. Ça, c'est la formation. Ça ne comprend pas tes déplacements, ton hébergement, ta restauration. Voilà. Parce que ça, c'est libre à chacun. Mais généralement, je le redis, hein, les financements peuvent être, se trouvent et on trouve des financements pour le cas. Pareil, là, la formation en UC, on est plutôt sur un plan de formation sur 1 an. Il faut compter une année, quoi. Voilà. C'est-à-dire que vous entrez en formation en octobre, globalement, et vous êtes diplômé en décembre de l'année suivante, voire en janvier de l'année suivante. Il faut savoir aussi que pour des sportifs de haut niveau, on a pu proposer des formations en 2 ans par rapport à des plannings propres à chacun, donc du coup sur les compétitions, pour que ils puissent voilà, suivre tous les modules de la formation en suivant leur programme de sportifs de haut niveau en parallèle et pouvoir arriver au bout de leur diplôme en ayant toutes les compétences et optimiser leurs chances de décrocher leur DE.
C'est valable aussi pour les professionnels et l'ensemble des stagiaires. Donc ça sera au cas par cas, hein, en fonction de votre situation, de votre projet, et ça sera suite à un entretien que vous aurez eu avec Léna et Vincent. On va passer du coup rapidement un petit peu sur la fin des exigences préalables pour les professionnels. Du coup, on demande une attestation DTN de niveau technique 4 et 5 sur 2 supports, de niveau technique, excusez-moi, avec un niveau 4 et un niveau 5 sur 2 supports, une attestation d'encadrement en autonomie qui normalement est de 2 ans. Donc après, on invite souvent les gens qui se posent la question à faire un CV nautique avec leurs différentes expériences. Et nous, on étudie ça ensemble. On demande aussi à avoir une expérience compétitive en voile avec au minimum 6 régates, donc avec des niveaux différents. Ça, je vous donnerai le lien du coup pour avoir toutes les précisions par rapport à ça. Et après, en dernier, les attestations qu'on avait citées au préalable pour les SHN. Voilà, après ça, la partie formation d'entreprise, on en a déjà parlé, de manière assez large du coup auparavant. Donc ça, on pourra y répondre à l'aide de Léna si vous avez différentes questions. Voilà, et après, du coup, ce qu'on disait, la formation, elle sera de fin octobre à mi-décembre, donc du coup à N+1, et le volume d'heures, du coup, est de 400 heures de formation, dont un tiers à distance, et on a un volume de 420 heures en entreprise. Donc ça, c'est pour un parcours complet. Voilà, on insiste bien là-dessus. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour. Si vous avez des questions, du coup, pour finir cet échange, n'hésitez pas. Après, ce qu'on va faire, du coup, c'est aussi vous renvoyer, et vous l'aurez sur tous les documents, donc les coordonnées, mes coordonnées, du coup, de téléphone et mail, ainsi que Léna. Il y aura aussi les coordonnées d'Eric si vous avez des questions autres. Donc voilà, n'hésitez pas surtout à nous contacter pour la moindre question. Il n'y a pas de questions bêtes, on va dire entre guillemets. Nous, le but du jeu et vraiment l'objectif de ce webinaire, c'était de vous présenter, d'aller un petit peu vers les professionnels, vers les centres d'entraînement, vers les personnes qui sont en questionnement par rapport au DE, essayer de vous présenter de manière la plus large possible la formation. Mais bien évidemment, on reste à votre écoute et surtout, n'hésitez pas. Est-ce que vous avez d'autres choses Je peux répondre à la demande de Madame Dufaux sur Elena, s'il te plaît. Merci Vincent. Merci Eric. Pour Merci. une première, c'est la classe, hein. Franchement, super webinaire, grosse animation, bravo. Et 100% des participants ont l'air d'avoir compris, donc c'est quand même pas mal. Non, et on vous remercie tous. Il y a Pierre qui lève là. Attention, il y a peut-être un truc qu'il n'a pas compris, alors là, ça va tout faire tomber. Pierre, à toi. Alors, on ne t'entend pas, Pierre. We don't hear you. On t'entend pas, Pierre? Alors, est-ce que c'est que nous ou les autres n'entendent pas Pierre? Parce que ça peut être nous aussi. Ah si, Non, là, on voilà. n'entend pas. Ah, c'est bon. ok. C'est bon. Thierry Ouais, Flack. du coup, c'était sur si vous aviez des infos sur les dernières promos, vers quoi ils se sont orientés après, s'ils ont eu des propositions d'emploi dans leurs entreprises d'alternance ou enfin, qu'est-ce qu'ils ont eu les anciens diplômés comme poursuite. Ce qu'ils ont fait Ouais. de leur vie, c'est ça? On peut te donner 3 exemples. Une personne, par exemple, qui était en formation avec moi il y a quelques années, j'ai même oublié mon année de formation, c'était 2020 ou 2021. Un de mes collègues de formation, Alexandre Verger, est du coup en charge du CDV 35 maintenant. On a du coup Sarah Steyert. Je pense que tu vois qui c'est. Il n'y a pas besoin d'expliquer son palmarès. Donc du coup, qui est en poste comme directrice du pôle France de La à La Rochelle. Rochelle. Et on a d'autres profils, comme par exemple des skippers IMOCA, qui sont partis donc du coup sur un cursus d'entraîneur ou même de directeur de course, comme Yann Eliès. Donc du coup, ça leur a permis de partir vers la dynamique entraînement. Donc après, on a aussi pas mal de coureurs au large qui nous contactent de plus en plus
voilà, sur des fins de carrière ou une envie vraiment de aussi pouvoir transmettre leur savoir, faire des piges entre guillemets auprès de différents publics. Là, on a quelqu'un qui est en formation avec moi actuellement, Erwan Leméné, là, qui fait la Cap Martinique, donc qui est un coureur à la base, du coup, qui se dessine vers l'entraînement. Après, je te laisse continuer, Eric, parce que toi, tu as une bibliographie qui est plus large que la mienne sur 10 formations. Alors, forcément. Non, on a aussi quand même pas mal de personnes qui sont restées en poste dans leur structure, mais qui ont évolué au sein de leur structure. C'est-à-dire que, par exemple, on a des personnes qui étaient plutôt moniteurs polyvalents, brevets professionnels dans leur structure, qui ont pris des postes de direction dans les structures. Il y a des personnes qui étaient entraîneurs éducateurs sportifs polyvalents dans les structures qui ont des missions sur des ligues, par exemple, donc qui ont des temps qui sont dédiés sur les ligues. Il y en a quelques-uns qui ont poursuivi vers le professorat de sport, par exemple. On a Clément Dumontel, par exemple, qui était dans la promotion il y a 2 ans, qui est maintenant cadre technique à la Fédération française de voile et qui est au pôle France de Marseille en charge de la préparation physique. Tu me dis, Pierre, si je me trompe. Mais il me semble qu'on est sur ce registre-là. Voilà, c'est assez varié. On a aussi des personnes qui ont monté leur entreprise, tout simplement. C'est-à-dire qu'on développé leur activité. Je pense à Flora Logier, qui a monté une société autour du yoga, de la pratique nautique, donc qui a monté son entreprise. Peut-être Thibaut, tu la connais, elle est plutôt dans votre coin, Flora Logier, je crois. Elle est peut-être un peu plus bas du côté de La Rochelle. Ouais, non, ça me dit rien. Donc on fait intervenir chez nous, notamment sur les formations canoë-kayak. Voilà, c'est assez varié, mais on va dire que tout le monde a évolué. Ça a créé du changement, en fait. Voilà, ça a créé du changement, soit dans le domaine de l'entraînement, soit dans le domaine de l'organisation sportive, ligue, comités départementaux, des gens qui ont pris des postes sur ces organisations-là. Donc voilà, c'est à peu près, je pense, les grandes lignes des personnes qui sont intervenues. On en a un, par exemple, qui est devenu entraîneur de l'équipe suisse de kitefoil, Mathieu Girolet, qui est l'entraîneur suisse de l'équipe de kitefoil. Alors finalement, il est entraîneur suisse, il n'avait pas besoin de diplôme français, mais en tout cas, il s'est formé. Et puis, en fait, ce qui se passe, c'est que par l'intermédiaire du fait d'être sur l'établissement, eh bien, vous créez un réseau, en fait, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui passent sur l'établissement. Vous créez un réseau au travers des différents interlocuteurs que vous avez, des formateurs que vous avez. Je pense essentiellement aux profs de l'établissement, mais aussi et surtout aux cas techniques des fédérations, avec qui vous avez un temps particulier d'échange. Et puis, c'est aussi, et j'insiste là-dessus, les temps de formation en entreprise, dans le domaine de l'entraînement et de la formation, qui créent ces liens-là. Ça, c'est important. Et le projet que vous portez dans le cadre de l'UC1 et 2, qui aussi permet voilà, de tisser un réseau. Voilà, on a par exemple des sportifs qui, comme Oran Seris, je ne sais pas si vous voyez, en wing, eh bien, qui a passé le DE et puis qui nous vient de la wing, et puis qui, à un moment donné, eh bien, a collaboré avec François Bovis de la Fédération française de voile en charge de la pratique sportive wing foil. Il fait bien d'autres choses, mais je sais qu'il fait ça. Et en fait, en collaborant avec François, eh bien, elle est maintenant, alors je ne sais pas son statut aujourd'hui, mais probablement prestataire pour la Fédération française de voile, sur des stages de détection, sur des stages d'entraînement, etc. Donc forcément, ce réseau-là que vous allez vous créer pendant la formation
peut vous offrir aussi, par le biais de notre positionnement d'établissement public national de formation et notre relation privilégiée avec nos collègues de la fédération, eh bien, cette alchimie-là fait que ça vous crée un réseau, quoi, et ça vous ouvre des opportunités. Donc après, il faut être prêt à les saisir, et quand elles sont saisies, eh bien, les carrières professionnelles avancent, et puis voilà, vous faites votre chemin dans les métiers du nautisme. Et même pour une évolution en interne, pour un salarié qui a le BPGEPS, par exemple, au sein d'une structure, ça permet de revaloriser aussi ses compétences. Pour quelqu'un qui, par exemple, n'a pas de diplôme universitaire, voilà, qui a un niveau bac, ça permet aussi de valoriser une montée en compétences et un niveau d'études supérieures qui permet aussi par la suite d'ouvrir d'autres portes. C'est aussi des choses qui sont peut-être plus basiques, mais aussi importantes à signaler. Donc voilà. Ça répond à ta question, Pierre, ou Ouais, c'est parfait, super, très complet, rien à dire. Merci. rien à dire. Voilà. Carrément. Ça marche. Bon, bah, on va vous libérer pour, parce qu'on arrive aux heures un petit peu critiques du déjeuner. L'attention baisse. Et où la pression d'aller déjeuner monte en parallèle. En tout cas, on vous remercie toutes et tous d'avoir participé à ce webinaire. C'était un plaisir, une première. Et on reste à votre disposition. On envoie tous les documents, voilà, dès que tout est prêt, rapidement. Et on reste en lien et à l'écoute de vous toutes et tous. Donc, merci et bonne journée. Encore merci pour votre présence. Merci, au revoir. Merci à vous. Merci. Merci. Salut. Merci.